Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vidéo où on va aujourd'hui expliquer comment photographier une sonde spatiale. Dans mon cas ici, c'est le télescope, nouveau télescope spatial, le James Webb Telescope, qui a été lancé le matin du jour de Noël 2021, le 25 décembre, à 7h20, heure normale de l'Est. Le télescope, présentement, il est en route vers sa destination, qui est située à 1,5 million de kilomètres de la Terre, qui est le point de Lagrange L2. Ce point-là, c'est un point où le télescope va pouvoir être libre de toute gravité, il va être stable, et ça va demander beaucoup moins d'énergie à le manipuler que s'il était à la distance du télescope spatial Hubble présentement, qui lui tourne autour de la Terre à environ 600 km d'altitude. Photographier le télescope spatial durant son trajet est quand même un défi intéressant. Si vous regardez les images tantôt, on va voir un petit trait ou un petit point, dépendant du temps d'exposition qu'on a fait. Pour la plupart des gens qui ne connaissent pas tellement ça, ils vont dire quoi? C'est juste un point. Il n'y a rien d'intérêt dans ça. Mais lorsqu'on connaît tout ce que ça a pris pour la construction de cet instrument-là, c'est plus de 30 ans de recherche et plus de 4 à 5 000 ingénieurs, scientifiques, techniciens de tout ordre qui ont travaillé sur la conception de cet instrument-là. C'est parmi l'instrument le plus puissant que l'humanité ait construit. Pouvoir suivre l'évolution du déploiement de toutes les étapes de ce télescope-là est fascinant. Et lorsqu'on sait tout ça, mais lorsqu'on relève un défi d'essayer de le photographier dans le ciel et qu'on voit un petit point, mais le petit point qu'on voit, il n'a plus la même signification quand on sait de quoi il s'agit. Fait que pour ceux qui ne sont pas fans, je vous recommande d'aller regarder deux excellentes vidéos sur le site web de YouTube. Vous avez l'adresse ici de un des vidéos que je vous recommande. C'est la construction de l'instrument. Je vous recommande d'aller voir d'excellentes vidéos sur YouTube. Ici, vous avez une vidéo. Vous avez l'adresse ici en haut. Et vous pouvez faire des recherches en mettant comme exemple James Webb Space Telescope. Vous allez avoir plein de vidéos qui parlent du télescope spatial. Mais celui-là, en particulier, il explique comment a été conçu le télescope, toutes les difficultés, les étapes, les défis qu'il a fallu relever les scientifiques. C'est extraordinaire de ce qu'ils ont accompli. C'est plus de 30 ans de recherche et de développement dont beaucoup de retombées vont servir à l'humanité au niveau de technologie. Et maintenant, ça a été testé, retesté dans des conditions extrêmes pour être sûr que ça fonctionne sur Terre. Parce que là où s'en va le télescope spatial, c'est-à-dire à 1,5 million de kilomètres de la Terre, la température d'opération va être de moins 230 degrés Celsius. C'est très, très froid. Il faut que les instruments survivent dans ces conditions-là. Vous avez ici ce qu'on appelle une toile de protection solaire, qui est composée de 5 couches très minces, l'épaisseur d'un cheveu. Et par-dessus, vous avez le télescope ici, le miroir, qui est recroquevillé dans ce cas-là. Fait que, allez regarder cette vidéo-là. Le deuxième vidéo que je vous recommande, c'est le lancement puis le déploiement. Le télescope est présentement en route vers le point de Lagrange L2. Ça va lui prendre environ 29 jours à se rendre là. Mais au cours des 2 prochaines semaines suivant le lancement, là, donc après le 25 décembre 2021, vous allez avoir différentes étapes où les techniciens vont devoir, comme ici, ouvrir les toiles solaires, les toiles de protection solaire. Et ça, c'est très complexe. Il y a énormément de moteurs, de poulies, de câbles et tout ça. Il faut que ça fonctionne parfaitement, sinon le télescope ne sera pas opérationnel. C'est un gros défi pour les scientifiques. On peut suivre ces événements-là ici sur le site officiel du James Webb Telescope, dont vous avez l'adresse ici. Sur ce site-là, vous avez des nouvelles. Vous avez ici, ça c'était le lancement. Vous pouvez aller voir le lancement si vous l'avez manqué, puis si ça vous intéresse sur le site de YouTube. Mais je vous recommande d'aller voir ici deux liens ici, le Explore Deployment, ici. Ça explique toutes les étapes que va devoir subir le déploiement du télescope dans le temps.
Fait qu'exemple ici, lorsqu'on sélectionne, tous ces liens-là sont cliquables, puis vous avez des vidéos qui vous expliquent qu'est-ce qui va se passer. Fait que ici, vous avez un exemple, quand ils ont déployé l'antenne, c'était une journée après le lancement, donc c'était le 26 décembre. Ici, on va passer prochainement aux étapes. On est actuellement le 28 décembre. Fait que 3 jours après le lancement, donc le 28 décembre, on va commencer à déployer ici les espèces de grands panneaux ici de protection solaire dans les prochains jours. C'est une opération extrêmement délicate. Et ça vous donne toutes les étapes jusqu'à temps que le télescope soit rendu à destination. Un autre lien que vous pouvez voir ici si vous cliquez sur Where is Web. Si on va ici. Fait que ça vous donne en temps réel la distance. Présentement, le télescope est dépassé la distance Terre-Lune, qui est environ 386 000 km, 400 000 km pour faire un chiffron. Là, il était 477 000 km. Ici, on est à 969 295 km du point L2, donc la limite de son orbite. Ici, il faut faire attention, c'est une échelle de temps et non pas une échelle de distance. Fait que, présentement, on voit qu'il est environ le tiers de la distance de son point L2, ou à peu près 33 % ici. On voit la distance complétée. Sa vitesse, elle a diminué. Ils ont fait 2 corrections dernièrement. Au départ, la vitesse était beaucoup plus grande. Là, elle a diminué. Elle était à environ 4 km/s. Là, je vois qu'elle est à 1 km/s. Éventuellement, vous allez avoir ici des données de température. Puis ce qui est intéressant avec ces sites-là, c'est qu'il y a des vidéos, ils expliquent ce qui va se passer, ils expliquent à partir du lancement, dans combien de temps ça va se produire. Et tout ça, ça peut changer. Ce n'est pas fixe exact dans le test. Il peut y avoir des écarts de temps. Tout dépend des niveaux de difficulté, s'ils ont des problèmes avec les étapes de déploiement. Et si vous voulez avoir l'information sur quoi ça veut signifier tout ça, vous cliquez ici. Et là, vous pouvez aller lire l'information qui vous explique tout. En tout cas, toute l'information se situe sur le site web du James Webb Telescope. Bon, une fois qu'on sait comment ça a été construit, les difficultés, tout ça, et maintenant on sait que le lancement a réussi, on peut suivre les étapes. Un des défis que les astronomes pourraient essayer, les astronomes amateurs ou professionnels, c'est d'essayer de le photographier dans le ciel. La technique a été développée par Mario Hébert. Moi, je lui donne le crédit parce que c'est lui le premier qui a photographié la sonde Mars Persévérance en route vers Mars lorsqu'elle était à 600 000 km de la Terre l'année passée, en 2019. En 2020. Et je me suis servi de ces techniques à lui pour relever le défi. Le soir où j'ai pris les photos du James Webb Telescope, Mario était, lui, dans le parc de la Mauricie en train de la photographier de son bord avec ses instruments. Fait que, on était 2 astronomes au Québec à l'avoir photographié. Mario avait les moins bonnes conditions que moi. Moi, j'ai utilisé mon télescope dans mon observatoire à distance, en remote, qui est situé à Val-des-Bois, dans l'Outaouais, entre Mont-Laurier et Buckingham, pour ceux que ça les intéresse. Et je vais vous montrer un peu de quoi a l'air mon télescope. Fait que si vous faites une recherche Denis Bergeron astronome, vous allez tomber sur mon site web ici. Et quand vous cliquez Entrée, vous allez tomber sur ma page où j'ai tous mes documents que je fais en astrophotographie. Il y a une partie, il y a des trucs, il y a des didacticiels et tout ça. Et vous avez ici construire son observatoire automatisé qui peut être contrôlé à distance. J'ai toute l'information ici pour ceux qui seraient intéressés à construire un télescope. Fait que vous avez le lien qui est ici. J'ai les schémas électroniques, l'Arduino, les codes Arduino, j'ai les codes Ascom. C'était fait par Martin Dufault, c'est lui qui a conçu tout ça. Et Martin a généreusement offert gratuitement ces informations-là. Et moi, je les ai toutes reprises et j'ai mis ça sur une page web. Fait qu'il y a tout dedans. C'est quand même, ça, c'est l'observatoire à Martin Dufault. Automatisé, lui aussi, ça, c'est le mien. Fait que c'est un télescope qui est contrôlé à distance avec un moteur de porte de garage. Fait que c'est un 12 pouces de marque Planewave sur monture équatoriale Paramount MX. Et je contrôle tout ça à distance. Maintenant, comment on procède pour relever le défi de où trouver une sonde spatiale comme Mars Persévérance ou le télescope spatial?
il faut aller sur le site du JPL, Jet Propulsion Laboratory Horizon System ici. Et là, vous avez la possibilité de trouver l'information qui va vous donner les éphémérides. Fait que dans le cas ici, pour voir un peu comment ça fonctionne, vous cliquez sur Edit. Et là, vous rentrez ici l'information sur l'objet que vous voulez. Ça peut être un astéroïde géocroiseur, une comète, un astéroïde et tout ça. Si vous allez sur le site web Horizon System de JPL, ici, pour trouver le nom de la sonde spatiale, voici un truc que j'ai découvert. Fait que vous cliquez sur le bouton Edit, ici. Ici, vous avez toute l'information. Et si vous cliquez sur Manuel, vous avez encore plus d'informations sur comment utiliser le site en question. Pour vous éviter des longues lectures, moi, ce que je fais ici, c'est que vous avez ici Search All Available Bodies Default. Okay, si vous cliquez la petite flèche, vous avez, par défaut, vous avez ici les planètes, satellites, les spacecraft ici. Bien, souvent, les sondes spatiales sont numérotées. Comme exemple, ça peut être -100. Mais si on n'a pas l'idée c'est quoi, si la sonde elle est incluse, fait que vous faites simplement marquer dans l'espace ici, Spacecraft, vous cliquez sur Search. Là, ici, vous met une liste. C'est toutes les listes ici des sondes spatiales qui ont les données orbitales. Et dans notre cas ici, nous autres, on recherche le télescope James Webb. Donc, dans la liste ici, on a l'identification James Webb Space Telescope, Spacecraft. Ici, ce qui est entre parenthèses, c'est le code qui lui est assigné, fait que c'est JWST. Et c'est ce code-là qu'on va utiliser pour trouver les éléments des éphémérides du télescope spatial. Vous retournez au système Horizon. Vous sélectionnez ici Télescope spatial, vous cliquez Select Indicate Body. Et là, ici, dans Target Body, vous avez James Webb Space Telescope. Ici, c'est important de mettre vos coordonnées locales en latitude et longitude. Moi, j'ai un numéro d'observatoire parce que j'ai fait partie du Minor Planet Center dans les recherches et le suivi d'astéroïdes. Mais si vous cliquez Edit ici, vous rentrez votre location. Ça peut être ici des noms, ça peut être ici, exemple, si on veut, si tu piques les coordonnées, on rentre votre longitude, latitude, latitude avec un GPS le plus précis possible. Vous rentrez tout ça. Dans mon cas, moi, c'était 819. Ici, je mets observatoire, c'est 800. Mon code d'observatoire, c'est 819. Fait qu'il a trouvé ici mes coordonnées pour ma position, qui est Val-des-Bois, dans l'Outaouais. Maintenant, ici, c'est entrer le temps que vous voulez faire l'observation. Vous cliquez sur le bouton Edit, puis vous marquez la date du début, la date de la fin. Puis vous pouvez choisir ici, si vous voulez avoir vos données en jours, en heures, en minutes, en différents intervalles. Puis, dans mon cas ici, j'ai marqué du 26 décembre au 28 décembre. Puis, une fois qu'on a rentré ça, on clique sur Use Specified Span. Et là, il nous met notre période. Faites attention de bien vérifier si votre période, elle est la bonne date. Parce que par défaut, il peut marquer une date ici. Ici, c'est important. Comment vous voulez voir votre table. Normalement, si vous cliquez vers les valeurs par défaut, vous cliquez Generate Ephemeris ici. Et là, il vous donne toute l'information sur le James Webb ici, quand est-ce qu'il était lancé, l'heure qu'il était lancé, des données sur le télescope lui-même et le lanceur. En tout cas, vous lisez tout ça, vous avez toute l'information en détail. Ce qui nous intéresse, nous autres ici, c'est ces données-là ici. C'est la date, c'est les coordonnées à right ascension ou ascension droite, déclinaison, puis des fois, il y a la magnitude ici. Vous avez des distances de la Terre, puis vous avez des distances au Soleil. Fait que c'est toute cette information-là ici qui est intéressante. Fait que dans mon cas, moi, j'ai sélectionné ces informations-là, puis j'ai envoyé ça dans un logiciel que j'utilise. Moi, c'est The Sky X Pro. Si vous allez sur mon site web, vous allez voir une série de didacticiels sur comment utiliser The Sky X Pro ici. Si vous cliquez sur l'image, et j'ai dans cette série de vidéos-là, j'ai fait une vidéo sur comment extraire les données justement du site du JPL
et les envoyer dans le logiciel de Sky, pour ceux qui utilisent de Sky. Ici, c'est encore une autre série de didacticiels sur The Sky que j'ai faite. Vous cliquez sur l'image. Et ici, si vous allez au début de la page, il y a Observation photographie des objets nés Earth Object ou les géocroiseurs. Si vous cliquez sur ça, vous arrivez ici à la section qui parle de ça. Ça fait également référence exactement au site du GPL Small Body Database Browser. C'est dans le cas d'un géocroiseur et c'est le même principe. J'explique comment extraire les données du GPL pour l'appliquer ici dans le logiciel de Sky qui affiche les positions des objets, des géocroiseurs ou des sondes spatiales dans le logiciel directement. Puis une fois qu'on a affiché ça, on clique sur le point en question puis on dirige le télescope sur nos sites. Fait que ça, vous avez tout ça sur mon site web, pour ceux que ça intéresse. Si je reviens à ma page pour trouver les éphémérides des sondes spatiales ou des astéroïdes, comètes et tout ça, là. Fait que je reviens ici à l'item 5, l'affichage des données. Fait que si je clique générer d'éphéméris, il va y avoir simplement une page écran en HTML. Si vous voulez extraire les données pour les mettre dans un fichier Excel ou autre, là, cliquez sur Edit ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est cocher CSV format. Normalement, il n'est pas coché. Moi, je le coche parce qu'à ce moment-là, il donne les deux. Vous cliquez ensuite sur O Specified, puis là, cliquez sur Generate Ephemerid. Et ici, vous avez le bouton Download Result. Si vous cliquez sur ça, il vous amène ici, il vous copie sur votre disque dur tout le texte qui est ici. Donc, vous pouvez extraire les données ici qui vous intéressent, la date, les coordonnées ascension droite, déclinaison et magnitude, pour l'afficher dans votre logiciel préféré. Si je clique sur ça maintenant, vous avez le même document, mais sous forme de texte que vous pouvez extraire en faisant des copies-coller. Moi, dans mon cas, j'enlève des sections qui ne sont pas importantes. J'enlève tout ça. Je clique Delete. Et la partie en bas aussi, j'enlève tout ça. Je garde simplement les données qui m'intéressent. Et je sauve le fichier. Et à partir de là, je peux les transférer dans mon logiciel préféré. Bon, dans mon cas, pour tenter de photographier le téléphone spatial, j'avais une éclaircie prévue le 27 décembre. Ça, c'est en heure universelle en passant. Il faut faire attention. Il faut enlever 5 heures aux données du GPL. Ici, si on regarde les données, c'est l'heure en TU ici. Fait que, le 26 décembre, à 0 heure, ça c'est en heure TU, il faut enlever 5 heures à ces valeurs-là. Le 27, si on veut prendre des photos le 27, ici, fait que, le 27 à 0 heure, ça c'est les données où se situe le James Webb, mais en réalité c'est le 26 à 19 heures qu'il faut commencer à prendre des photos et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier ces données-là, ces heures-là, c'est en l'heure universelle. Bon, ici, les valeurs de position du James Webb pour le 27 décembre à 0 heure TU, donc le 26 décembre à 19 heures, heure normale de l'Est. Toutes ces données-là, du 27, je les ai projetées ici en arrière-plan ici, sur la carte céleste du logiciel de Sky Expo. Fait que vous voyez ici, ça fait comme une courbe. Et non pas une ligne comme ce serait le cas des comètes, des astéroïdes. La raison pour ça, c'est que l'objet, le James Webb est en direction du point L2, il se déplace. Donc, il y a donc une vitesse, donc une direction. Puis la Terre, elle, étant donné que l'objet il est relativement proche, là, on parle en dedans de 300 000 km de distance de la Terre, mais il y a un effet de parallaxe. Fait qu'à chaque fois que la Terre elle tourne, à tous les heures, on pointe par rapport aux étoiles de l'arrière-plan l'objet qui nous montre un peu son mouvement dans le ciel, mais il y a un effet de parallaxe, puis il y a probablement aussi un effet de réfraction s'il est bas à l'horizon. Fait que tout ça fait que c'est une courbe qu'on voit ici. Fait que c'est ça qui est passionnant dans le cas d'une sonde spatiale. Plus elle est loin dans le temps, si vous prenez des exemples des éphémérides pour 3 ou 4 jours, vous allez voir que ça fait comme un petit
une petite ellipse qui diminue à chaque fois, à chaque jour que l'objet s'éloigne. C'est fascinant. Fait que quand vous prenez des données, vous mettez ça sur un logiciel, puis il faut regarder sur une longue période, vous voyez des ovales qui diminuent. C'est le mouvement de la sonde en direction de sa cible. Fait qu'ici, moi, j'ai commencé à photographier autour de environ minuit, ça veut dire à peu près le 27, autour de 4 heures du matin. Minuit, à peu près minuit, 1 heure là, que j'ai eu mon éclaircie. J'ai eu beaucoup de passages nuageux, ce qui fait que je n'avais pas des belles conditions pour photographier. J'étais à distance, donc j'opérais à partir de Laval, chez ma soeur à Laval. Mais par contre, j'ai quand même photographié, même quand les nuages passaient dedans. Pas prendre de chance. Fait que j'avais très peu de temps, je ne prenais pas de chance. Fait que j'ai tout photographié ce que je pouvais. Puis j'ai bien fait. Parce que sinon, j'aurais manqué la courbe. Moi, mon objectif, c'était de la photographier le plus longtemps possible pour essayer de voir si on ne verra pas la fameuse courbe qu'on a ici. Bon, mes premières images que j'ai réussi à prendre, vous avez ici de ma première photo. C'était pris, ça, en temps universel, le 27 décembre à 3h29 UT. Fait qu'on voit ici dans le header, ici, UT, Universal Time. Fait que j'enlève, si je veux avoir ça en heure normale de l'Est, j'enlève 5 heures à cette heure-là. Fait que, qu'est-ce que ça a donné? Mes pauses étaient de 300 secondes en Benning 1 à travers un télescope de 12 pouces et demi, dont la longueur focale est de 2555 mm de focale. La première chose que j'ai vue lorsque j'ai pris ma photo, c'était ici une petite traînée. Au départ, moi, j'ai cru que c'était un rayon cosmique. On a souvent des petites lignes de même faites sur plusieurs pixels qui me faisaient penser à un rayon cosmique. Et je n'avais pas d'idée si c'était vraiment un objet réel. Ça m'a pris des autres photos pour les voir. Je vous mets ici les 3 premières photos que j'ai vues. Fait que sur la première, je ne vois qu'un petit trait. Je cherchais des petits points, moi, là, à peine visibles. Mais il faut comparer les images avec les blinks. J'ai pris une deuxième photo. Et à ma grande surprise, j'ai encore vu un petit trait ici. Fait qu'on attend la troisième photo, qui est exposée 10 minutes chacune. Et je vois encore le petit trait ici. Si je fais une comparaison avec le blink, ça, c'est un logiciel qui compare les images. Ça, c'est Maxime DL que j'ai présentement. On obtient un résultat suivant. Donc, on remarque, en comparant les 3 photos, ici, on a les 1, 2, 3. Fait que la première image, deuxième image, troisième image. Ici, vous en avez le blink. Fait que si on regarde ici la photo numéro 1, la première image que je vois, on voit ici, en grossissant, une série de petits points à l'intérieur du trait. Fait que c'est 10 minutes d'exposition. Fait que moi, j'ai un trait pour commencer. Il est confirmé sur le deuxième. Évidemment, la photo est peut-être moins bonne parce qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de passages nuageux durant mes pauses. Et la troisième. Fait qu'après 3 pauses, je m'aperçois que c'est vraiment un trait qui est dans dans mon image. C'est vraiment un trait réel. C'est un objet qui se déplace. Bon, on est dans la zone Orion. On est dans la ceinture d'Orion. Si je dégrossis où se situait le télescope James Webb, on voit qu'il est approche de l'émuleuse de tête de cheval dans Orion, où on voit la ceinture d'Orion qui est ici. Cette zone-là, la déclinaison, c'est autour de 0 degré. C'est à moins 1 degré. Et c'est une zone qui est pleine de satellites géostationnaires. Fait qu'avoir, dans la première image, je pensais que c'était un rayon cosmique causé par une série de pixels qui étaient excité par les rayons cosmiques. Et vu qu'il était déjà présent sur les autres images, comme on voit ici, sur les autres images dans l'animation, là, j'ai pensé que c'était peut-être un satellite géostationnaire. Parce qu'il y a des géostationnaires, la Terre sont fixes autour de la Terre, mais quand on suit les étoiles, ça laisse les traîner un peu comme ça. Ça, c'était ma deuxième impression. Par contre, il fallait que j'attende d'avoir d'autres images pour voir si le télescope était pour suivre la courbe selon des éphémérides ici. La courbe selon les éphémérides ici. Fait comme on voit ici, un astéroïde, ça aurait fait une ligne qui suit une ligne droite comme ça ici, comme le curseur que je déplace, ou une comète.
Mais dans le cas de James Webb, étant donné qu'il s'en va en direction du point de Lagrange, puis la Terre en tournant sur elle-même, on regarde dans différentes directions au niveau de la parallaxe, bien, c'est supposé de faire une courbe comme celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une série d'images de 10 minutes durant toute la nuit. J'ai ensuite comparé les images. Voici les résultats. Donc, voici, ça c'est la première image que j'ai prise, que je pense être le télescope spatial, mais que je ne suis pas certain. Mon impression à ce moment-là, c'était plutôt un satellite géostationnaire. Puis je le trouvais quand même brillant, puis il laissait quand même une longue traînée. Je m'attendais que le télescope spatial soit petit et faible, et il laissait un point. Fait que si on met l'animation à chacune des images, j'ai à peu près 27 images que j'ai prises durant toute la nuit. Puis vous voyez ce que ça donne. Fait que là, s'il s'en va cette direction-là, si c'était un astéroïde ou un géocroiseur, il s'en irait toujours tout droit comme ça. Il suivrait une ligne droite. Le télescope spatial doit faire une courbe, lui, durant la nuit. Fait que c'est ça qu'on va voir. Pour confirmer si c'est bien le télescope spatial, il faut absolument que je prenne beaucoup d'images durant la nuit. Fait que je vais y aller image par image. Fait que ici, vous avez le numéro d'image. Fait que si je clique la deuxième image, ça marque numéro 2. La troisième image, c'est le numéro 3. Fait que regardez bien le mouvement que va faire le petit trait. Fait que je clique image par image. Fait qu'on voit qu'il est réellement là. Là, ici, il faiblit parce que j'ai eu des nuages devant. Là, voyez-vous, il courbe. Il courbe, puis il va même revenir en direction inverse. Ça, c'est typique du télescope spatial. Bon, je vais cliquer un petit peu plus vite. Et là, je vais mettre l'animation ici, à 0,5 secondes. Regardez bien le mouvement que ça fait dans le ciel. C'est fascinant. Fait que le petit télescope spatial, James Webb, il laisse une traînée à cause de sa vitesse, qui est quand même assez élevée pour 10 minutes de pause. Et il fait une courbe. Il revient sur lui-même tel que prédit selon les éphémérides. Maintenant, je vais regarder la première image, parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, maintenant, je suis pas mal convaincu que c'est le télescope spatial, vu que la courbe qu'il fait. Mais ce que j'avais remarqué aussi, c'est que dans les traits, je voyais des petits points dedans dans les meilleures images que j'ai obtenues. Ici, on voit le trait est plus petit. Fait qu'on voit dans la courbe, dans le coude de la courbe, là, le trait est plus petit, puis il se rallonge lorsqu'on passe. Voyez-vous, il est plus large ici. Là, vous allez voir, il est tout petit ici. Il est tout petit, quasiment un point. Là. Et là, il va rallonger. Là, évidemment, là, il est plus faible vers la fin, parce que Orion est très bas à l'horizon ouest, puis j'avais des nuages qui passaient dedans tout le temps. Fait que ça me confirme, c'est bien le télescope spatial. Maintenant, si on regarde les détails dans les petits traits que ça faisait, ça, lorsque j'avais les meilleures images, lorsqu'il n'y avait pas de nuages qui passaient dedans, je ne sais pas si vous voyez ici, là, je vais prendre un des traits, là, je vais le centrer. Voici à quoi ça apparence que les traits. Si je joue un peu avec ici, on voit que dans les traits, il y a comme on voit comme des points à l'intérieur des traits ici. C'est comme ici, c'est plus pâle, ici, c'est plus foncé. C'est comme si le télescope spatial tournait puis il présentait comme des flashs, un peu comme un avion qui pulse. Là. J'ai remarqué ça sur plusieurs des images. Fait que ça, c'est une des meilleures. Ça, c'est la première. Ici, je le vois aussi sur l'image numéro 2, qu'on n'a pas un trait qui est uniforme. Ça, sur l'image numéro 3, ici, on dirait qu'elle est même déformée. Mais ça peut être aussi dû à, des fois, un guidage qui est un petit peu moins bon. Quoique les étoiles sont parfaitement alignées ici. Là. On voit quand même que ce n'est pas uniforme partout. Sur l'image numéro 4, on voit encore, ici, si je grossis, et je vais juste jouer un peu avec ça ici, le contraste. On voit quand même que c'est pas tout à fait uniforme. C'est même un peu comme déformé. Là. C'est peut-être question de turbulence du ciel aussi. Là. Ça, c'est l'image numéro 5. Encore là, on voit qu'il y a comme des endroits que c'est plus foncé. Sur l'image numéro 6, c'est un peu. On voit encore comme des points ici. Là. L'image numéro 7, c'est une de mes meilleures. Là, on voit très bien ici, là, comme
il y a vraiment comme des points distincts qu'on aperçoit. Là. On joue avec le contraste. Là. Fait que ça, c'est pâle, ça, c'est plus foncé. Fait que c'est sûr que ça n'a pas l'air régulier, là, mais le télescope il est recouvert comme une membrane d'aluminium réfléchissante. Puis j'ai vu quand ils ont lancé le télescope qu'il donnait un mouvement d'oscillation pour éviter que le miroir pointe vers le soleil, parce qu'il est très, très, très sensible. Mais justement, les sondes, ils tournent sur eux autres mêmes en direction de leur cible pour faire un équilibre thermique entre le chaud et le froid pour ne pas endommager les instruments à bord. Fait que le télescope spatial, je m'attends pas mal que ce soit un peu la même chose. Ça, ici, on a l'image numéro 9 qui semble montrer aussi des différences dans le trait. Maintenant, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes 27 images et j'ai fait un stack ou une combinaison avec une moyenne. Il ne faut pas utiliser les médianes ou les sigma-clics parce que ça va tout éliminer les pixels déviants. Ça enlèverait les astéroïdes, évidemment, ça enlèverait le télescope spatial. Il faut faire une moyenne et on voit la courbe ici que ça fait dans le ciel durant cette soirée-là. Ici, j'ai mis l'image des prédictions, la position en vert ici avec les dates. C'est la position du télescope James Webb avec des étoiles en arrière-plan. Donc, on voit la courbe ici qui ressemble à faire cela ici. Dans l'image qu'on voit ici, c'est ce que j'ai fait une superposition de l'image de projection des éphémérides dans The Sky X sur mon image combinée. Ici, vous voyez la ligne noire, c'est le déplacement réel des petits traits qui correspond au mouvement du télescope James Webb. Et les points verts ici, c'est exactement l'endroit prédit par les éphémérides du Jet Propulsion Laboratory pour le télescope James Webb. Donc, il n'y a aucun doute. Le petit trait que j'ai photographié, c'est bel et bien le télescope spatial. On voit ici en gris les étoiles superposées sur mes étoiles en noir qui sont les étoiles correspondant à mon image combinée. Il n'y a aucun doute que c'est le télescope spatial. Dans les prochaines journées, ils vont déployer la voile solaire, l'espèce de toile de protection solaire. Ça va avoir la grosseur d'un terrain de tennis. Présentement, le télescope spatial est dépassé la distance Terre-Lune. Il est au-dessus de 400 000 km. Et si le ciel le permet, je vais m'essayer de photographier une fois la toile déployée en espérant que tout fonctionne bien. Fait que j'espère que ça vous intéresse. Si vous voulez vous essayer, vous autres même avec vos instruments, mais allez chercher des éphémérides sur le site du JPL. Et vous allez pouvoir vous-même vous essayer avec vos instruments. Faites différents temps d'exposition. Mario Hébert avait pris des pauses de 1 minute. Et il a réussi quand même très bien à la photographier. Même Mario m'a envoyé une copie de sa combinaison d'images, puis il a superposé ça avec mon image à moi. Mario était dans le parc La Mauricie, au nord de Trois-Rivières. Moi, j'étais à Val-des-Bois, on peut dire une distance d'environ 4 heures de moi et lui. Et voici ce que ça donne comme effet de parallaxe. Mario Hébert m'a envoyé un montage. Moi, j'avais envoyé mes photos des images combinées, où on voit la courbe ici, là, vue de chez moi à Val-des-Bois, la courbe ici. Mario, lui, avec ses photos qu'il a prises au parc La Mauricie, ça lui donnait une petite courbe ici parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de photos à cause des conditions météo. Mais on voit qu'il y a quand même une bonne différence de parallaxe ici entre nos deux points. C'est pour ça qu'on voit une courbe dans le ciel. Parce que l'objet est quand même proche de la Terre dans son mouvement. Et 2 points séparés sur Terre montrent une bonne différence de position. C'est pour ça que quand vous allez chercher vos données des éphémérides, il ne faut pas utiliser un logiciel qui le calcule. Par exemple, vous avez un géocroiseur et on vous annonce un passage proche de la Terre. Allez chercher les données sur le JPL Horizon Database, comme on a fait ici dans l'exemple de spacecraft. Parce qu'il n'y a pas juste seulement les sondes spatiales, tu as les astéroïdes, les comètes à très, très haute précision et aussi des géocroiseurs. Fait que, je vous invite à relever le défi. C'est un défi extrêmement intéressant de partager vos résultats sur Internet, sur des listes astronomiques.
Et pour ma part, je vais continuer à suivre l'évolution du télescope spatial et je vais essayer de me reprendre aussitôt que j'aurai une chance, si les conditions de ciel le permettent. Donc, bon visionnement à tout le monde et merci de votre attention.